Bonjour à tous. Comment allez-vous? Nous sommes mercredi le 11 juin. C'est une présentation en direct aujourd'hui. Olivier, en fait, si tu veux te joindre à nous, là, je vous présente également Olivier, mon collaborateur. Salut Olivier. Donc, voilà Olivier, on t'entend. On a le son. Et voilà, je me suis fait pogner par Voilà, le, OK, bon. le bon vieux Voilà. truc. La magie du direct. Donc, voilà, je répète, mon nom est Charles Groslot de PME Conforme. Merci à tous d'être là. Je suis avec mon collaborateur et partenaire Olivier Morneau. Donc, rebonjour Olivier avec ton micro ouvert. Bonjour Euh, pour vrai. voilà. Aujourd'hui, on va faire une présentation assez différente des autres présentations. Règle générale, je fais quand même beaucoup de présentations sur la fameuse loi 25. Je m'amuse même commencer à dire maintenant que les gens, on est presque tannés d'entendre parler du mot loi 25. C'est légitime parce que même moi, je suis même tanné aussi de juste le mentionner. Je pense que là où notre webinaire va distinguer aujourd'hui, Olivier, c'est que, comme le disait le titre, je vais même arrêter tout de suite là, le partage, c'est que, comme le disait le titre, c'est que je veux vraiment qu'on travaille aujourd'hui, non pas sur les tenants et aboutissants de la loi en soi. Je veux vraiment travailler beaucoup plus sur les outils concrets. Euh, la raison pour laquelle je t'intègre aujourd'hui, c'est que mes clients, lorsque je fais des consultations avec eux, je fais des mises en garde, on parle de choses qui sont pas conformes et tout. Puis ben, mes clients finissent par me dire, oui, OK, Charles, fine, mais qu'est-ce que tu peux faire pour nous rendre conformes? Fait que c'est là-dessus que tu vas nous aider aujourd'hui. Parce que oui, il y a des choses avec lesquelles moi, je dirais qu'on est passablement bâillonné. Là. Souvent, je dis, quand je parle aux gens, il y a des. On ne pourra pas vraiment faire tout ce qu'il faut pour se rendre très conforme, puis même, j'ai aucun client qui peut avoir la prétention qui est conforme, même après mon passage. Mais je pense qu'il y a des choses et des actions concrètes qu'on peut faire maintenant. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, entre autres, évidemment, on va vraiment parler de solutions très, très, très concrètes, des outils. Je pense que dans les gens, pas les gens, mais dans la tête des gens, puis des organismes que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, ben, on pense qu'il n'y a pas d'autre chose que des solutions comme Google, Office 365 revient très souvent. Fait que je veux qu'on parle que d'autres solutions d'email qui sont possibles. Je veux que tu nous parles aussi, Olivier, de solutions. Bon, on parle d'hébergement, c'est une autre chose qu'on va parler, qui est un autre gros enjeu. Vous savez, lorsqu'on va parler d'hébergement souverain, là, c'est un mot qui revient de plus en plus, le fameux mot de souveraineté d'hébergement. Les gens pensent qu'en matière de loi 25, il faudrait nécessairement que leurs données soient hébergées au Québec. C'est pas nécessairement le cas. C'est-à-dire, c'est pas obligé par la loi. Sauf que là où on a un problème, c'est que puisque 80-90 de nos données sont hébergées à l'étranger, ben, on ne peut pas exercer la souveraineté. Fait que je veux vraiment qu'on fasse la part des choses, expliquer que vos données sont pas, c'est pas obligatoire qu'elles soient au Québec, sauf que là où est-ce qu'elles sont, peu importe où ce qu'elles sont, est-ce que vos clients peuvent exercer leurs droits? Puis pathétiquement, si elles sont aux États-Unis, ils ne pourraient pas exercer leurs droits. Fait qu'on va parler de ça aussi. Une autre chose, vu qu'on couvre, Olivier, c'est qu'un des éléments les plus emmerdants, les plus contraignants par rapport à la loi 25, c'est les fameux formulaires de consentement. Donc, toute la notion de demander les consentements aux gens. Tu sais, je ne veux pas faire un webinaire là-dessus. Je pense que les gens à l'écoute aujourd'hui le savent déjà. Bon, on devrait demander des consentements pour tout ce qu'on fait, mais c'est le bout qui est le plus demandant, c'est le bout qui est le plus compliqué parce qu'on se retrouve à toujours devoir envoyer des formulaires ou encore espérer que les gens vont les signer. Je veux qu'on parle de ça. Puis l'autre élément, je veux qu'on couvre aussi, qui est un autre très gros enjeu, mais c'est toute la politique de gestion des mots de passe dans une entreprise, dans un organisme. C'est moi, je me rends compte que les organismes n'ont pas nécessairement de gestionnaire de mots de passe. Donc, tout le monde se crée un mot de passe. Il n'y a pas de politique claire pour le faire. C'est pas sauvegardé de façon, comment je pourrais dire, d'un logique, puis de façon très sécuritaire. Fait qu'il y a aussi des outils pour ça. Fait que c'est de tout ça que je veux que tu nous parles aujourd'hui, Olivier. Fait que d'un premier temps, je te repasse le micro, je te laisse te présenter, puis je vais te laisser commencer. Puis c'est sûr que je vais te couper à mesure.
Avec Avec voilà. plaisir. Merci beaucoup, Charles, pour la présentation. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Olivier Morneau. Je suis fondateur de Blue Fox, une entreprise de consultation en TI éthique et souveraine, dont le but est d'aider aux gens à changer leurs habitudes de consommation numérique et à devenir plus autonomes dans tout ce qui est transactions numériques ou hébergement ou ce genre de choses-là. Alors, ça me fait très plaisir de vous parler de quelques sujets, de tous ces sujets-là, en fait, dont tu as parlé, Charles. Ce dont tu parles n'est pas tout à fait nouveau dans mon expérience. Là. C'est depuis l'arrivée de la loi 25 et même avant, il y avait quand même des obligations liées au renseignement personnel avant la loi 25 aussi, mais ça a toujours été des éléments irritants, des éléments qui étaient difficiles à faire du bout en bout, finalement, s'assurer qu'on avait une solution qui était pleinement souveraine et qui répondait aux exigences non seulement des clients qui peuvent exercer leur droit à l'oubli, mais aussi les exigences de facto qui sont exigées par la loi et par le gouvernement pour les entreprises, dont les OSBL. Veux que tu me dises, Olivier, je l'avais dit, je te couperais souvent. Je veux t'expliquer, tu disais que, évidemment, bien avant la loi 25, tu avais déjà des clients qui étaient comme concernés par ça. C'était quoi leur principale motivation autre que la loi? Parce que moi, ce que je me rends compte maintenant, c'est que si c'était pas de la loi 25, les gens s'en iraient avec ça. Toi, tes clients à toi, c'était quoi leur concern? C'était beaucoup, en fait, la loi 25, ça fait déjà un petit moment qu'elle est là. Je dirais que la plus grosse vague qu'il y avait avant ça, où les gens sont venus me consulter, qui m'ont dit qu'est-ce que je fais avec mes données, c'est quand il y a eu toute l'histoire du scandale avec Edward Snowden sur la NSA, le fameux programme PRISM aux États-Unis qui avait permis d'espionner le peuple américain de façon techniquement légale. Et sachant que maintenant que ces mécanismes-là existent, particulièrement, je vais parler beaucoup des États-Unis quand je parle de souveraineté numérique parce que on a, je pense, plus de 80% de nos données qui sont hébergées encore une fois aujourd'hui en 2025 aux États-Unis. Je parle des gens au Québec. Je ne sais pas si ça s'applique à l'ensemble du Canada, mais les études que j'ai vues étaient vraiment en lien avec le Québec. On aurait plus de 80% de nos données hébergées là-bas. Ce qui fait en sorte que peu importe où on tombe sur le spectre politique, c'est pas ça l'idée. Par contre, sachant qu'il y a ces mécanismes de surveillance-là, ça va nullifier la confidentialité, par exemple, des données qu'on va héberger là-bas, même si techniquement, c'est pas de leurs affaires, puis probablement que ça les intéresse pas des listes de membres, des listes de donateurs, ce genre de choses-là. On a quand même l'information comme quoi il existe un mécanisme pour extraire et utiliser cette information-là, ce qui est complètement contre l'esprit de la loi 25. Donc, c'est pour ça que je parle principalement des États-Unis. Est-ce que tu vas en parler tantôt, mais je veux vraiment m'assurer qu'on ne passe pas droit dessus. Je veux que tu parles du Cloud Act, là, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est connu des gens. Je veux que tu parles aussi des GAFAM, ce qu'on appelle, c'est un terme de plus en plus. Si tu parlais tantôt justement que 80% des données du Québec, en fait, sont sur des serveurs américains. Je te le confirme, c'est carrément ça. Carrément, toutes les données, justement, moi, ce que je trouve le plus préoccupant, c'est nos données de crédit. Donc, tout ce qui est TransUnion ou encore Equifax sont sur des serveurs américains. Puis d'une façon ou d'une autre, même notre bon gouvernement, la majorité de leurs serveurs, ils sont jusqu'à date sur des serveurs américains. Il faut faire attention aussi, là, j'ai vu pousser dans les derniers mois j'allais dire une plaie, c'est carrément ça. Là, il y a un paquet de fournisseurs qui profitent de la souveraineté pour dire hey, nous, on est au Québec, on fait de l'hébergement. Mais être au Québec, ça ne veut pas juste dire avoir une adresse à rue Jarret à Montréal. Si tes fournisseurs, c'est Amazon, t'es pas un serveur souverain. Là. Fait qu'il faut faire attention à ça aussi. Là. En effet, puis c'est ça, en fait, héberger un serveur, c'est relativement simple, mais ça vient généralement de façon assez complexe quand on a besoin d'héberger un ou deux serveurs, assez simple à faire. Quand on va voir un Microsoft ou un Google de ce monde qui doit avoir, qui a des millions et des millions de clients qui se connectent en simultané, évidemment, ça demande des infrastructures immenses et c'est des infrastructures qu'on retrouve principalement du côté américain.
comme je le mentionnais. Le Cloud Act, en fait, j'aime ça que tu le mentionnes, c'est une réglementation qui est entrée en vigueur en 2018 et qui va permettre qui va permettre à n'importe quelle donnée qui est hébergée par un fournisseur technologique américain. Fait que là, on peut inclure toutes les GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Microsoft, fait que name it, là, Apple, ils sont tous là-dedans. Tous les fournisseurs américains technologiques, ce qu'on appelle Big Tech, doivent, si le gouvernement américain leur en fait la demande, leur remettre une copie non chiffrée de toutes les données qui sont demandées par le gouvernement. On sait qu'il y a de l'instabilité politique au sud de la frontière. Alors, je crois que le risque depuis les dernières semaines, derniers mois, a été vraiment décuplé, à savoir qu'est-ce qui pourrait être fait avec ces informations-là et comment ça pourrait être utilisé potentiellement contre les organismes et contre les entreprises québécoises, ou canadiennes du moins. Le Cloud Act est un de ces facteurs-là à prendre en considération. Il y en a un autre qui est le Five Eyes, qu'on appelle, qui sont un consortium de pays qui se partagent du intelligence, donc qui se partagent du renseignement, des informations secrètes. Et l'idée d'aller dans des circonscriptions qui ne sont pas touchées par ces réglementations-là, c'est que c'est là qu'on va en fait avoir la possibilité de pouvoir assurer une confidentialité, même si je sais pas moi, le gouvernement américain n'était pas content puis il disait hey, BlueFox, je veux avoir leur information, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bonne chance, je suis sur aucun de vos serveurs. Donc, c'est l'idée de pouvoir se protéger de cette surveillance abusive-là. Et non seulement la surveillance abusive, mais même s'il n'y a pas de réelles conséquences qui viennent de cette surveillance-là, il y a quand même un manquement à l'esprit de la loi et à la loi elle-même 25, comme on l'a au Québec. Concrètement, en fait, là, avant de tomber dans je dirais les trois axes que je veux vraiment qu'on couvre, là, je le répète encore, là, c'est vraiment qu'on couvre qu'il y a des solutions autres, parce que dans les organismes, un exemple que moi je sers, les gens se servent de la suite Google. J'ai su même récemment que Google Workplace, le Google, en fait, leur division comme commerciale, si tu veux, offrirait aux organismes, au BNL, des comptes Google gratuits. Donc, évidemment, ils vont fournir ces cours parce que la suite Google est cool. Tu as Google Docs, Google Sheets, Google Slides, les adresses email, les antivirus, fournissent des comptes gratuits ou encore, on va utiliser Office 365. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce que je veux que tu démontres, c'est que c'est pas l'utilisation de la solution en soi qui est un problème. C'est juste que moi, je dois dire que l'information que vous détenez dans ça, là où elle est hébergée, évidemment, aux États-Unis, puis probablement des backups qui se répertorient, qui se diffusent partout dans le monde, fait en sorte que si un de vos clients demandait, comme tu disais tantôt, un droit de rectification, un droit d'oubli ou un droit d'anonymisation, vous ne pourrez pas l'exercer. C'est là que ça devient un problème. Ce n'est pas d'utiliser l'outil, mais c'est juste que si moi, Charles, je demande à retirer toutes les informations personnelles que tu détiens sur moi dans ton organisme, dans un premier temps, vous ne serez jamais capable de me le prouver, puis vous serez encore moins capable de me prouver que vous les avez véritablement effacés. Puis si moi, je fais une plainte à la Commission d'accès à l'information parce que je pense que mes données continuent de faire le tour du monde, et elles continuent de faire le tour du monde, vous êtes coupable. Vous avez perdu. C'est une bataille que vous ne gagnerez pas. Ça va? Fait que je te laisse lancer, Olivier. Si tu veux te lancer même carrément dans les gens, je pense que les gens sont là vraiment pour voir du crunchy, puis sont là pour voir du vrai. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'il existe d'autres choses que ce que vous pensiez qu'il existe. Exact. Puis en fait, tu l'as super bien dit, Charles. C'est pas que Microsoft 365, ça marche pas. C'est pas que Google, ça marche pas. Je peux vous dire que ça fonctionne super bien. La raison pourquoi les gens l'aiment, les gens l'utilisent, c'est pas que c'est la seule solution qui existe, c'est une solution qui fonctionne vraiment bien. Évidemment, il y a les plus grosses compagnies du monde qui sont derrière ces solutions-là, à avoir des équipes de milliers de personnes à travailler sur les différents features, etc. Alors, c'est sûr que c'est des excellentes suites. Moi, dans mon jeune temps, j'ai été très, très imbriqué dans l'univers Microsoft. Tout ce que j'avais roulait sur des systèmes Microsoft. Les entreprises pour lesquelles je travaillais, c'était tout du SharePoint, c'était toute une organisation basée sur Microsoft parce que ça fonctionne. L'enjeu ici n'est pas que ça fonctionne. L'enjeu est tout simplement que les données ne vont pas à un endroit qui est légal.
Donc, c'est vraiment ça qu'on peut démontrer et qu'en fait, on peut démontrer très facilement avec toutes les politiques de confidentialité qu'on va lire chez les GAFAM de ce monde. Je peux peut-être vous montrer, en fait, je vais partager avec tout le monde mon écran et j'aimerais ça vous montrer une solution qu'on utilise, par exemple, qui s'appelle DocuSeal et qui est un... Je m'excuse, j'ai un petit peu de misère à le trouver. C'est une nouvelle plateforme pour moi. Et voilà. Donc, DocuSeal est une plateforme qui est open source. C'est quoi le open source? Juste, je vais faire un petit 3 minutes de technique juste pour vous expliquer ce que c'est. L'idée du open source, ou ce qu'on appelle le logiciel libre, c'est un logiciel dont le code, au lieu d'être gardé par une compagnie comme Microsoft ou Google, etc., d'être gardé près de la veste et de dire, ben, vous utilisez nos services, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. En fait, de façon opposée à ça, il y a une philosophie qui s'appelle open source. Et le open source, c'est à la place, nous, on va vous montrer exactement ce qu'il y a dans le logiciel. Vous pouvez l'éditer si vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, en fait. Puis là, les gens se posent la question, mais pourquoi ça existe, cette affaire-là? Comment ils font de l'argent, et etc. C'est une autre philosophie complètement. C'est basé sur créer un écosystème respectueux de la confidentialité et un écosystème collaboratif où les gens, par exemple, qui vont faire développer une affaire, ils aiment DocuSeal, ils adorent ça, ben, ils vont faire développer un module, puis ils vont le partager avec le reste de la communauté pour faire grandir le produit. Donc, c'est complètement une autre forme de philosophie. Je sais que ça fait un peu out there, mais c'est quand même une communauté qui inclut des produits, pas des produits, mais des logiciels immenses qui sont utilisés quotidiennement. Et juste pour faire une mini parenthèse avant de commencer sur DocuSeal, 97%, je pense, des appareils qui sont branchés dans le monde fonctionnent avec des logiciels open source uniquement. Donc, c'est quand même pas rien. Là, on parle de tous les serveurs web et ce genre de choses-là. Alors, vous seriez en bonne compagnie. Là. Ce que je vais expliquer avant qu'on se lance, un exemple, c'est que, bon, l'un des éléments les plus contraignants, comme je dis souvent, pour ne pas dire les plus emmerdants, de la loi 25, c'est justement toute la notion de formulaire de consentement. On le sait, on devrait recueillir des consentements de la part de nos clients. C'est le bout le plus emmerdant parce que, ben, d'un, ça nous demande d'envoyer un formulaire. L'individu doit le signer à l'autre bout, doit nous le retourner. Technologiquement, bon, les gens ne sont pas toujours bien outillés pour le faire. Donc là, tu vas avoir un consentement, mais là, tu viens de créer une couche supplémentaire parce que tu lui as envoyé ton formulaire, tu veux qu'il te le signe, il va falloir qu'il prenne les mails, qu'il l'imprime, qu'il te le signe, qu'il le rephotographie, qu'il le renumérise, qu'il te le retourne. Fait que tu viens de créer un délai dans un premier temps, puis tu viens de créer une barrière, dans le fond, je veux dire, technologique souvent. Ça rend très compliqué le retour du consentement. Puis moi, je le vois, c'est là que la chaîne se brise, puis c'est là qu'on se dit, je vais dire fuck, excusez, mais il n'y en aura pas de consentement, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, on ne le fait pas. Alors qu'une application comme ça, qui est ni plus ni moins qu'une application de signature électronique, je comprends bien, Olivier, OK? Exact. C'est carrément ça. Il en existe déjà des solutions. Et ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que là où celle-ci se distingue, parce que oui, vous pourriez vous abonner. Là. On va adresser ça tout de suite. Là. Vous pourriez vous abonner à une solution comme ça. Et la problématique que vous allez avoir, c'est que si vous vous abonnez, c'est que, puis là, évidemment, que si vous faites des consentements, on s'entend que quand je fais un consentement, une demande auprès d'un client, je lui sollicite de l'information sensible à la loi 25. Ben, c'est que si vous faites affaire avec directement, un exemple, avec le fournisseur hébergeur, les données que vous allez transmettre vont se retrouver sur leur serveur à eux, donc à l'étranger. Donc, vous devenez extrêmement vulnérable. Tant qu'à moi, c'est encore pire que de ne pas le faire partout. Effectivement, parce que là, tu as, hors de tout doute, tu vas avoir devant toi un fichier avec clairement des données très sensibles, dont l'adresse courriel, le nom complet, la date du consentement de la personne, fait que tu peux savoir quand est-ce que la personne a fait affaire avec tel organisme, etc. Il y a quand même beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher à travers juste cette métadonnée-là qui serait déposée dans un serveur. Par exemple, si moi, je décidais demain matin, j'ai envie de m'ouvrir un compte gratuit chez DocuSeal, etc., je peux le faire.
Puis je ne serai pas hyper limité, un bon plan de base, ce genre de choses-là. Par contre, dès que je vais envoyer un document, dès que je vais envoyer une communication, toutes ces données-là se retrouvent aux États-Unis. Alors, ça vient nullifier les efforts, malheureusement, à ce niveau-là. La solution à ça, en fait, quand on a regardé ça, on s'est dit un peu, mais c'est comment on pourrait garder la beauté de la simplicité de DocuSeal et la convivialité, parce que vous allez voir que c'est un logiciel qui est quand même simple et convivial, mais en gardant le côté hébergement local, en disant quand la personne vient signer, là, elle est dans un petit carré de sable que moi je contrôle et que je vais m'assurer que l'information ne sortira pas. Parce que j'ai des obligations légales, puis je veux protéger les renseignements de mes clients, mes bénéficiaires, mes usagers. Et donc, de cette façon-là, ce que DocuSeal permet, parce que c'est justement, comme je disais, c'est un logiciel open source, alors on peut aller le modifier jusqu'à une certaine mesure, selon sa licence. On est capable de dire, hey, on va garder telle partie de signature DocuSeal, puis la partie hébergement, nous autres, on va dire, au lieu de le pointer sur les États-Unis, on va le pointer sur nos serveurs à nous, puis nous autres, on va s'en occuper. Fait que c'est ça l'idée du produit, en fait. Vous avez en fait depuis, c'est vrai que je partage mon écran depuis à peu près 4 minutes, puis je n'ai pas expliqué pas en tout ce qui était à l'écran, mais c'est essentiellement la page d'accueil quand vous arrivez sur DocuSeal et que vous avez évidemment juste un fichier, parce que là, on a fait un petit compte test. Par contre, vous voyez tout ça ici, là, il n'y a rien de tout ça qui se retrouve aux États-Unis ou même dans une quelconque autre juridiction. Tout ça est en fait localement ici au Québec sur des serveurs qui sont uniquement contrôlés par les gens qui sont dans ce webinaire. Parce qu'il est extrêmement important de comprendre, Guy, je pense que toi tu le sais, mais je vais le réexpliquer également pour le bénéfice des gens qui écoutent, dépendamment d'où est-ce que vous êtes rendu dans votre niveau de compréhension de la conformité. C'est que normalement, lorsque je vais faire une demande de consentement, un exemple, je vais demander une pièce, un exemple, je demande un permis de conduire. C'est dans un premier temps, il faut évidemment que la demande de consentement que je fasse, évidemment qu'elle soit bien signée avec tous les termes qu'il faut rajouter sur une demande de consentement. Mais il faut également que la pièce jointe que je vais demander soit attachée au consentement, OK, et qu'elle soit stockée dans un endroit sécuritaire, OK? Alors qu'un logiciel de signature électronique conforme, comme qu'on connaît, puis je peux dropper des noms, le monde ils viennent souvent en tête DocuSign, pour ne pas les nommer. Bon, mais c'est un logiciel de signature électronique. Là où la solution, dans le fond, que tu parles ici, va se distinguer, c'est qu'on va pouvoir aller bien au-delà de la signature électronique. C'est-à-dire on va pouvoir créer des champs personnalisés. Donc, on va pouvoir recueillir de l'information plus que la signature, OK? Donc, on va pouvoir demander des champs que c'est le client qui va remplir lui-même. Et ça, c'est génial parce que c'est lui qui nous les fournit. On va pouvoir également avoir les paragraphes complets. On va être capable de rajouter sur le document qu'on veut lui faire signer tous les paragraphes et les clauses normalement qu'on devrait retrouver sur un formulaire de consentement. Et ce qui est génial, on va pouvoir lui demander de joindre, un exemple, la pièce qu'on lui demande, dans le cas présent ici, son permis de conduire. Donc, le formulaire de consentement avec la signature, avec les initiales, va être encapsulé avec le document qu'on a demandé et tout ça va être storé, sauvegardé sur un serveur qui est souverain et non pas à l'autre bout du monde. Exactement. C'est tout là que la game se joue. Exactement. Avec les détails, la date, l'heure. Exactement. Puis, en fait, un des autres éléments que moi, j'aime beaucoup de ce logiciel-là, juste pour le pratico-pratique de la chose, c'est que DocuSign, c'est un bon logiciel, encore une fois, et je ne m'en plaindrai pas. Par contre, DocuSign n'offre pas la possibilité, à moins que quelqu'un dans la pièce puisse me corriger, mais j'ai cherché longtemps, DocuSign n'offre pas la possibilité de créer un formulaire libre-service, c'est-à-dire que mon document que je veux peut-être faire signer à 600 personnes d'un côté, mais j'ai peut-être 200 personnes qui vont aller sur mon site web et qui vont juste vouloir le remplir eux-mêmes sans que j'ai besoin, moi, d'intervenir. Mais je veux que ces informations-là se rendent au même endroit. Peu importe la façon dont j'ai capté l'information, je veux que ça se rende dans le même endroit. Et DocuSeal permet ça de façon très, très facile. On peut prendre un petit exemple que j'ai clairement créé uniquement pour le webinaire. Là, vous allez voir que je n'ai pas passé énormément de temps là-dessus. Exemple de formulaire consentement au BNL. Fait que vous voyez qu'en ce moment, il y a personne qui a répondu. Hein. Si on va voir de quoi le
formulaire en tant que tel a l'air. Je vais aller dans modifier. Celles qui sont faites, d'ailleurs, Charles, tu me donneras un truc ou deux pour faire des beaux formulaires. Les tiens sont plus beaux que les miens. Fait que ça, c'est mon formulaire de consentement. Fait que vous voyez, c'est très, très typique. Les finalités, est-ce que j'ai le droit de communiquer les informations à des tiers? Si vous avez vu un webinaire sur la loi 25, vous savez exactement ce que c'est. Et là, à la fin, voici ce qui nous intéresse. Les gens doivent indiquer leur nom complet, doivent signer, bien sûr. Et la date de signature, en fait, ils n'ont rien à faire par rapport à ça. Ça va se gérer automatiquement. Je pourrais aussi, tu as mentionné l'histoire du permis de conduire. C'est un excellent point. En fait, ça, c'est une des informations les plus sensibles qu'on peut recueillir, d'où l'importance de l'envoyer au bon endroit par la suite. Je pourrais dire, par exemple, je veux rajouter un fichier qu'on va mettre. Voilà. Fait que là, je viens, par exemple, rajouter ça dans mon formulaire. Puis vous allez voir que quand je vais aller comme utilisateur, je vais avoir la possibilité avec ce champ-là, ou même l'obligation, selon ce qu'on décide, de téléverser une pièce jointe. Ça ne veut pas dire que la personne va mettre la bonne pièce jointe, mais généralement, ça aide. Fait que si je viens ici pour enregistrer, vous voyez, je suis encore dans DocuSeal, c'est assez simple, l'interface est assez minimaliste aussi. Je peux venir créer un lien. Ce lien-là, ici, là, c'est ça que je vais pouvoir mettre sur mon site web. Fait que, par exemple, votre organisme doit recueillir le consentement, je ne sais pas moi, de bénévoles ou de membres de l'équipe ou ce genre de choses-là. Et vous voulez en mettre une copie sur votre site web. Je vous en conjure, ne mettez pas un Google Forms, ne mettez pas un Microsoft Forms, mais si vous mettez un lien comme ça, vous allez voir que vous allez arriver sur une page comme ceci. Fait que votre client, quand il clique, va voir ceci. Vous avez été invité à remplir un formulaire avec le nom du formulaire. Évidemment, ça va être votre organisme. Et là, c'est quoi votre courriel, vous, monsieur, madame? Fait que je vais mettre mon adresse courriel. Je fais démarrer. Voilà. Fait que vous voyez, ça fait vraiment penser à DocuSign. Là. En fait, puis si je ne me trompe pas, Olivier, également, c'est que tout ça est à l'effigie de l'organisme. Dans le fond, les gens peuvent mettre leur logo puis tout ça. Là. Ce qui est très rassurant. Puis l'adresse courriel aussi, en passant, qui va transmettre la demande, va être l'adresse courriel de l'organisme et non pas une adresse à l'autre bout du monde. Tout à fait. C'est comme, sinon, tu viens annuler, tu étais bien intentionné dans ta démarche, mais tu viens complètement annuler si tu fais affaire avec un serveur. Donc, si je fais un résumé, parce que je vois le temps passer, Olivier, puis on a deux autres points très importants à couvrir. Si je fais vraiment, la première distinction d'un logiciel de signature électronique conventionnelle, c'est qu'on est capable, on est assuré que l'hébergement d'informations qu'on a collectées, elle est souveraine. Ça, je pense, c'est définitivement 90% du nerf de la guerre. Cette application-là nous permet de designer et de créer nos propres formulaires dans lesquels on pourrait intégrer les champs de consentement qui sont conformes. Moi, je travaille avec ça auprès de mes clients. C'est très important. On est capable de recueillir de l'information autre que juste la signature. On est capable de recueillir des pièces jointes. Parce que là, on veut coller la demande qu'on fait de documents, elle est attachée au formulaire de consentement. Puis tout ça est sauvegardé de façon souveraine dans un serveur. Ça, c'est extraordinaire. Ça répond, Olivier, à un besoin que je vois qui est très grand, qui est l'un des, sinon, le plus gros problème au niveau du consentement chez mes clients. C'est exactement ça qu'on veut adresser. Hein? Puis aussi de pouvoir, il y a ça, puis il y a aussi de pouvoir traiter l'information de façon efficace. C'est-à-dire, par exemple, quand les gens vont entrer de l'information, ce que j'ai vu certaines personnes faire depuis l'arrivée de la loi 25, c'est qu'ils reçoivent le formulaire, ils vont s'en imprimer une copie en PDF et ils vont la supprimer de Google disant « je ne veux pas que Google ait cette information-là ». C'est bien pensé. Malheureusement, comme tout le monde le sait, il n'y a rien qui s'efface vraiment d'Internet. Hein? Oh, la supprimer, puis pas la supprimer de Google, tant qu'à moi, ça revient au même pas mal. Parfait. Puis ce qui est génial, justement, c'est que ça demeure dans le serveur. Je fais un autre. Moi, je me sers beaucoup d'un logiciel comme ça. Puis ce qui est génial, puis comme je vous dis, c'est que là, les gros éléments également, c'est que vous réduisez le temps que ça prend entre une demande de consentement et son retour. Parce que je vous le dis, sinon, là, vous envoyez une demande de consentement à ma mère, là, ça va prendre une semaine et demie. T'sais, technologiquement, elle n'a même pas d'imprimante. Puis on le voit souvent, là. Alors que ça se fait électroniquement, ça se signe même avec un appareil mobile. Ça, c'est un point extraordinaire envoyé, là. Donc, parfait.
Écoute, Fait que c'est très ça hot, peut venir. Olivier. Ça, il faut vraiment qu'on présente ça aux clients, honnêtement, puis demander de l'information là-dessus, honnêtement, parce que c'est vraiment une belle application. Super. OK. Parfait, on enchaîne. Yes. Je pense qu'on voulait parler aussi de Nextcloud. Ouais. Excusez-moi, je Je veux qu'on parle transfère d'un ça. environnement, Nextcloud, en fait, pour ne pas le nommer, mais que ce soit Nextcloud ou un autre. Tu sais, tu t'en rappelles, on s'en parlait tantôt. Mhm. Je veux qu'on présente, qu'on explique aux gens qu'il y a d'autres choses que Google, la suite Google, qu'il y a d'autres choses qu'Office 365. Moi, je pense, Olivier, que 80% des OBNL que je sers sont avec Office 365. Mhm. Je le sais, c'est cool, l'agenda, les emails, les contacts, on partage des salles, des événements, les calendriers, c'est super cool. Puis on s'en va avec ça. Puis nos données, bien évidemment, ne sont pas protégées. Il y a d'autres choses qui existent. Exact, il y a d'autres choses qui existent. Puis je vous le dis, moi, en fait, je prêche pour ma paroisse parce que c'est ce que j'utilise personnellement. J'en ai utilisé plusieurs, des comme ça, mais vraiment, celui-là, c'est celui que j'ai trouvé le plus efficace. Alors, c'est celui avec lequel je suis resté aussi. Nextcloud est un autre projet open source comme ça qui a été créé par une communauté de personnes pour répondre à ce besoin-là. Parce que si vous êtes des OBNL dans la salle, sachez qu'il y a tout un univers à l'extérieur aussi de personnes qui sont dans la même situation et qui utilisent Office 365 parce que franchement, ça marche bien. Le problème, effectivement, c'est que nos données se retrouvent en territoire étranger et soumis à des réglementations étrangères qui ne sont pas compatibles avec les nôtres. De cette façon-là, Nextcloud est une excellente alternative. Nextcloud même va en faire un petit peu plus, il va faire le extra mile, donc il va en faire un petit peu plus que Office 365, dans le sens où on est capable d'aller chercher des applications développées par des gens de la communauté et les intégrer dans notre propre Nextcloud. Il y a un App Store assez fantastique pour aller remplacer à peu près n'importe quelle formule inimaginable, comme par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent Doodle. Doodle, c'est un petit logiciel qui existe depuis plusieurs années pour quand on a besoin de coordonner la présence de, mettons, 6 ou 7 personnes à une réunion. C'est assez complexe, merci. Doodle a créé un produit pour adresser ce problème-là. Vous avez ça dans Nextcloud. Il s'appelle Sondage. Fait que c'est possible d'aller voir les disponibilités de chacun des usagers internes et externes. Même principe pour MS Forms ou Google Forms. Vous allez créer des petits formulaires d'usage interne, parfois que ce soit onboarding de nouveaux employés ou que ce soit littéralement pour vos opérations. Ben, vous avez un logiciel qui s'appelle Formulaire. Ici, vous pouvez créer un formulaire. Tout ça reste dans votre cours. Donc, tout ça est vraiment complètement sous votre contrôle et tant que c'est bien sécurisé, que les pratiques sont bien suivies, il n'y a pas de risque de manque de confidentialité tant que c'est bien utilisé, évidemment. Je t'entends plus. Je ne sais pas si c'est moi, Non, Charles. j'avais coupé mon micro. Ce que tu OK. dis, en fait, Olivier, tu m'entends, c'est que, bon, cette application-là, là, ce que je retiens déjà, là, c'est que, ben, ce que je retiens, moi aussi, je le connais, évidemment. Vous êtes dans le portail PME conforme. J'utilise ça, évidemment, moi. Moi, je ne peux pas, PME conforme, ne pas être dans un environnement souverain, puis je ne peux pas échanger des données avec mes clients parce que vous me confiez des données, évidemment, sensibles, puis que je ne serai pas dans un tel environnement. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que cet environnement-là, Olivier, on pourrait faire un parallèle et dire que c'est une suite équivalente, tant qu'à moi meilleure, là, mais à tout le moins équivalente que ce qu'on appelle la suite Google, qui comprend tous les logiciels fournis par Google, ou encore ce qu'on appelle la suite Office 365, Microsoft Excel, Word et Alouette, OK? À l'un des éléments extraordinaires que le serveur, on décide là où il est. Alors qu'avec Google, avec Office, vous ne déciderez pas, puis je vous confirme que vos données font le tour du monde. OK? Donc là, avec ça, cette solution-là, hormis le fait que c'est une solution open source, c'est que les données sont 100% hébergées. Tu sais, comme moi, sont sur mon propre serveur à moi, qui est au Québec. Exactement. Ça, c'est un des éléments extraordinaires. L'important. Puis, en fait, tu pourrais l'avoir aussi. Hein, il y a des gens qui ont des serveurs, les bons vieux serveurs un peu style année 2010, là, c'est-à-dire un serveur on-premise qu'on appelle, donc un serveur dans le bureau. Ça fait en sorte que l'accès aux données est extra rapide, ce genre de choses-là. Ça, c'est une possibilité. Il y a des hébergeurs aussi qui sont respectueux de la souveraineté. D'ailleurs, dans les produits qui sont offerts, là,
dont on peut parler un peu plus tard, là, ce sont uniquement des hébergeurs qui sont absolument respectueux de la souveraineté des données et de la confidentialité. Parce que ça, c'est évidemment le concern numéro un de la plupart des gens qui sont dans la pièce, je pense. Et tu mentionnais aussi Office 365, il y a une option qui s'appelle Collabora, qui est une super suite que moi j'aime bien. Là. Si par exemple, vous voyez que je suis dans mes fichiers, en fait, sur PME Confront, je vais mettre un petit peu plus gros parce que, et voilà. Ouais, voilà. Ça va faire du bien. Hein? Donc, vous voyez que j'ai par exemple ici un fichier DocX, donc un fichier littéralement Microsoft Office. Pas besoin de Microsoft Office pour l'ouvrir, ça, je ne vous apprends rien. Mais quand je clique ici, je suis dans Nextcloud et vous voyez qu'automatiquement, il va me sortir une interface qui load, qui charge très rapidement et qui va me donner l'occasion d'aller éditer. Je peux dire par exemple, hey, ce texte-là, finalement, je vais le mettre en italique, puis je pourrais te taguer, Charles. Hein, je pourrais dire, Charles, as-tu vu? Et faire enregistrer. Et toi, Charles, je vais t'entendre biper dans 2 secondes parce que tu vas recevoir un courriel. Même principe que Google Docs ou que Microsoft 365. Ça, ce qui est hot de ça, en fait, Olivier, moi, je m'en sers couramment, un exemple, comme avec les clients. Bon, on se partage des documents. Supposons que je travaille sur la rédaction de vos formulaires de consentement ou encore votre plan de gouvernance. Puis, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on enseigne puis qu'on comprenne dans notre workflow. C'est que moi, je n'enverrai pas un document en pièce jointe à un client. Là, tu travailles sur un document en collaboration. Ça fait qu'au lieu qu'on s'échange un fichier Excel, qu'on se lance comme une balle au ping-pong, puis qu'on saura jamais, on sait jamais qui a la dernière version, c'est que tout le monde travaille avec le même document. Le document est en haut, puis tout le monde travaille sur le même document en live en même temps. Évidemment, tu peux savoir même qui est en train de travailler, parce que si vous êtes deux à travailler dans le même document, vous savez qu'Olivier et Charles travaillent dessus. Ça, c'est une chose qui est hot. Mais dans le partage de fichiers, si on retourne, Olivier, au gestionnaire de fichiers, là, qui est dans le fond le fameux explorer de fichiers qu'on connaît, OK? Bon, mais ce qui est génial, c'est que quand vous avez à partager des documents à des clients, c'est qu'au lieu de leur envoyer une pièce jointe, vous pouvez carrément leur envoyer un lien vers le document. Donc, quand moi, je vais partager des documents avec mes clients, je leur envoie pas le document à pièce jointe parce qu'un coup que j'ai envoyé le document à pièce jointe, le document, ben, il est rendu chez vous. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux vous partager un lien vers le document. C'est-à-dire que je vous dis, en cliquant sur ce lien-là, viens lire le document dans mon serveur. OK? Puis ce qui est vraiment cool, je peux y mettre un mot de passe, ce document-là. Donc, je pourrais t'envoyer le lien dans un courriel, puis t'envoyer par message texte le mot de passe. Donc, j'ai un niveau de sécurité plus élevé. Puis moi, une chose que je me sers beaucoup, c'est que lorsque je partage des documents à des gens, je mets une date d'expiration. On le voit plus bas là, dans ce que tu montres ici. Là. Donc, moi, je mets une date d'expiration. Fait que moi, souvent, je vais automatiquement envoyer un lien, un document à un client, puis je vais définir une date dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Donc, automatiquement, ce qui est cool, c'est que l'accès du client à ce document-là va expirer de lui-même à la période. Moi, je fonctionne comme ça. Fait que quand vous avez de l'information sensible à transmettre, vous gardez plein contrôle parce que vous pouvez lui envoyer un lien avec seulement un droit de lecture. Fait que ça, c'est au-delà de l'application qui est hot, il faut vraiment, dans la démarche de conformité puis d'enjeu de sécurité, qu'on change notre façon de fonctionner aussi. Parce que c'est ça, on s'échange tellement de pièces jointes que là, on laisse des traces de façon indélébile. Là. C'est vraiment impressionnant. Oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est un élément que moi, je pense est très intéressant là-dedans, c'est de penser aussi où va finir cette information-là dans ces fameuses pièces jointes. Non seulement, premièrement, ça fait une quantité astronomique de pièces jointes qui remplissent rapidement nos comptes à leur quota, mais en plus, c'est de dire, les courriels, c'est une des premières choses qui se fait pirater dans une entreprise parce que, justement, les gens ont tendance à faire ça, vont s'envoyer un « Hey, t'as-tu le courriel, t'as-tu le mot de passe de tel système? Oui, je te l'envoie. » Puis ça a l'air anodin, mais il faut vraiment... j'avais lu quelqu'un qui m'avait beaucoup influencé dans les choix de sécurité, puis cette personne-là disait la sécurité, c'est un processus, c'est pas un produit. C'est quelque chose qu'il faut faire en continu et qu'il faut avoir toujours un petit peu back of mind pour être sûr de jamais tomber dans le panneau.
Et de cette façon-là, c'est tout à fait juste ce que tu dis, Charles. Évitons, de grâce, évitons d'envoyer par courriel des pièces jointes sensibles. Le même document qui détient une information sensible va faire le tour de l'entreprise. Fait que non seulement il était vulnérable à l'envoi, mais là, il y a 7 personnes qui l'ont. Écoute, j'ai un client, un directeur général d'une maison d'enseignement dans ma région. Le client, directeur général depuis 17 ans. On a scanné son PC, il y avait 53 000 documents. On a trouvé 53 000 documents sensibles à la loi 25. 53 000. Parce que c'était l'information reçue au fil du temps. Puis même si vous faites déliter, ça se détruit pas vraiment. Puis là, comme je vous dis, vous recevez le document, vous le transférez une collègue. Le document, il est partagé 2 fois. Ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de risques que ce document-là se retrouve dans les mains de personnes. Dis-moi, Olivier, Nextcloud peut également héberger les courriels, parce que là, c'est un enjeu, là. Exact. En fait, c'est pas tout à fait, c'est technique, là. C'est pas Nextcloud qui va l'héberger, mais Nextcloud va aller faire une porte. Donc, ça va être possible. Il y a, par exemple, ici une petite application qui s'appelle Email. Moi, je ne l'ai jamais déterminé parce que c'est un compte test. Par contre, si j'avais configuré mon adresse et mon usager, mon mot de passe ici, il irait automatiquement aller chercher le contenu de ma boîte de réception, un petit peu comme votre Outlook ou comme votre Gmail, etc. Puis je pourrais aller le paramétrer à n'en plus finir pour qu'il soit exactement comme vous le voulez. Mais ce que je dis, c'est que concrètement, ce que ça dit, c'est qu'il y a des fournisseurs courriels, évidemment, offerts sur lesquels on peut héberger au Québec au même titre que ça. Donc, on peut avoir, comme moi, mes boîtes courriels à moi, mes boîtes courriels PME conformes sont des boîtes courriels hébergées au Québec. Je ne peux pas me permettre d'utiliser des adresses Gmail puis Office 365. C'est un non-sens. Donc, les adresses courriels sont dans les serveurs au Québec, puis j'ai 100% contrôle. Je sais où dorment mes données le soir. Les données ne font pas le tour du monde. Exact. Puis, il y a des fournisseurs. Puis, je reviens un petit peu sur ce que tu avais dit d'entrée de jeu, Charles, au niveau de où est hébergée la donnée. Souvent, on entend que loi 25, ça doit être hébergé au Québec. Puis, c'est un peu comme ça que ça a été présenté pour être fair, là. Par contre, ce n'est pas ça que la loi 25 dit. Ce que la loi 25 dit, c'est que vous devez vous devez héberger vos données de façon à ce qu'elles soient protégées contre les acteurs extérieurs et contre le snooping et toutes les choses dont on avait parlé. En fait, il y a des fournisseurs, par exemple, un fournisseur très, très réputable qui est en Suisse, qui a des meilleures lois de la protection de la vie privée que même nous au Québec, je vous dirais d'assez loin, va faire absolument l'affaire, peut remplacer à terme un fournisseur comme Gmail de façon assez facile. Ça demande une implication et ça demande une petite transition, mais ça fait en sorte que, par exemple, les pièces jointes que vous allez recevoir inévitablement de vos clients, de vos usagers, etc., vont rentrer à un endroit où ça ne va pas aller renseigner une force extérieure, comme par exemple Prism et Google et Microsoft et tout ça. Tout ça pour dire que oui, c'est possible. En fait, je vous dirais que c'est possible de faire toute sa journée sans sortir de cette page-ci. Ce qui est quand même un assez gros exploit pour un logiciel qui est parti comme un logiciel gratuit. Oui, puis moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que moi, j'ai quand même 8 personnes dans mon équipe. On travaille de façon collaborative au même titre qu'on le ferait dans une suite comme Google puis Microsoft. Faut, sans nécessairement s'aventurer au niveau des coûts. Quand on veut utiliser quand je regarde Google WorkDrive, là, ils ont envoyé hier, c'est la 3e fois cette année qu'ils augmentent leur tarification. Je pense qu'un compte courriel avec Google est rendu 16 ou 18 $ par mois. Une licence Office 365, je sais qu'il y a des tarifications réduites pour les OBNL, mais reste que tu as des coûts par licence. Alors qu'un déploiement d'une application comme ça, il y a les coûts initiaux, mais je veux dire, les coûts sont minimes par rapport aux solutions. Exact. Mais ça, c'est habituel. Tu ne paieras pas par nombre de personnes. C'est ça l'affaire. C'est que tu vas payer ta juste part, mais ta juste part, c'est combien tu envoies de courriel, combien tu en reçois, puis combien tu as de courriel sur leur serveur. C'est ça. Que tu aies 800 usagers ou que tu en aies 6, il n'y a pas de différence pour le serveur. Mais d'une façon ou d'une autre, l'enjeu principal n'est pas tant là dans le fait que moi, ce que je dis, c'est que si on continue d'utiliser des solutions comme Gmail et Office 365, vous ne pourrez pas être souverain, responsable. C'est l'enjeu. Parfait. Vraiment génial. Olivier, je vois le temps passer. Il est 14 heures, il nous reste 15 minutes.
On fait ça en rafale, talk et vote? Oui, ben c'est pour ça exactement. Puis je veux vraiment aussi, tu parles, ben regarde, tu as raison. Est-ce qu'on parle de talk avant? Oui, bonne idée. Bon, parfait. Je fais la présentation pendant que tu fais ton switch d'écran. Une autre grande préoccupation, évidemment, c'est au niveau des appels de communication, les appels vidéo et compagnie. Bon, en passant, pour l'expliquer, la solution d'appel vidéo que j'utilise aujourd'hui pour le webinaire est une solution hébergée au Canada, Fine. Ce qui est très important, encore une fois, ici, lorsque vous faites des appels vidéo, actuellement, c'est de partager entre Google. On va voir beaucoup de Google Meet. On va voir le fameux Zoom, le Zoom qui s'est propulsé par la pandémie, ou encore Teams. Teams est quand même très ouvert. Même chose encore là que pour les courriels. Même chose encore. Toutes les communications que vous faites, tout ce que vous échangez dans ces appels vidéo-là sont capturés, sont enregistrés. Puis là, il y a un petit élément qui n'existait pas il y a 2-3 ans qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui est capable d'écouter toutes vos conversations, de décortiquer tout ça, de les transcrire et de s'en resservir. Donc là, ça va bien au-delà de juste de l'écrit. Donc, si Olivier et moi, on a une conversation par un appel Google Meet ou Team ou whatever, et qu'on se partage de l'information sensible, soit entre lui et moi, ou encore qu'on parle d'une tierce personne, ben, on vient de lancer dans l'univers encore là de l'information sensible. L'application dont tu nous parles, Olivier, même chose. C'est un serveur d'appel vidéo avec un hébergement souverain. Exact. Donc, Nextcloud Talk, qui fonctionne, comme son nom l'indique, avec Nextcloud, de façon très, très imbriquée. C'est possible de partir des appels vidéo, du clavardage ou un appel audio seulement, pour ceux qui n'ont pas envie de mettre leur caméra le lundi matin, par exemple, dont moi. Donc, c'est possible de partir n'importe quel de ces types d'appels-là de façon complètement stable, en restant chez vous, donc en restant sur votre instance Nextcloud. Et ce logiciel de messagerie vocale, de messagerie instantanée et d'appels vocaux et vidéo ne peut pas être consulté par un tiers parce que c'est vous qui en avez le contrôle complet. C'est vous qui avez tous les mots de passe, il n'y a personne d'autre qui peut y avoir accès. Donc, c'est ça l'avantage. Puis, il y a moyen ils sont en train, pour juste donner une idée à tout le monde, là, ils sont en train de travailler sur des intégrations d'intelligence artificielle respectueuses de la vie privée pour mettre dans Nextcloud, fait que c'est pas tout de suite encore. Par contre, même quand ils vont implanter ça, Talk va quand même être juste à vous et juste chez vous. En fait, c'est une autre chose, évidemment, qu'il y aurait tout un autre beau webinaire à faire là-dessus sur l'intelligence artificielle, parce que là, maintenant, tu as Google qui offre Gemini. D'ailleurs, ils s'en servent pour justifier leur augmentation de coût, parce qu'ils disent maintenant qu'ils te fournissent Gemini. Tu as Microsoft Office 365 qui fournissent Copilot. C'est vraiment cool. Ou encore les fameux ChatGPT. On a tout le monde connaît ChatGPT. On a tout un beau-frère qui est super hot avec ça. Même chose. L'utilisation d'intelligence artificielle dans un organisme, dans n'importe quelle entreprise, est une bombe qui va vous péter dans la figure parce que les gens ne réalisent pas toute l'information qu'ils peuvent envoyer dans ça. Il faut réaliser qu'à tous les fois que vous uploadez, que vous envoyez un document, ça allait bien jusqu'à temps que les gens uploadent des documents. Quand ChatGPT était au niveau du chat, d'où son nom d'origine, ça allait bien. Mais lorsqu'ils ont permis de commencer à parler, donc de nous écouter, vous comprenez que quand vous conversez avec ChatGPT, c'est super cool, mais vous comprenez que vous vous envoyez votre voix, qui peut être clonée. Vous comprenez également que quand vous uploadez des documents, moi j'ai vu une école envoyer un rapport de psychologue dans ChatGPT puis demander à ChatGPT de faire un plan d'intervention. Non, mais en pratique, la petite intervenante trouvait ça super cool, là. Elle a pris un plan d'intervention d'un psychologue sur un enfant, elle l'a uploadé à la terre entière. ChatGPT a généré un plan d'intervention qui, ma foi, est quand même impressionnant. Mais réaliser toute l'information que vous envoyez dans la toile, c'est des bombes à retardement. Donc, une application comme Nextcloud, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'assurer que les requêtes que tu vas faire vont demeurer dans l'environnement Nextcloud. Donc, elles ne sortiront pas. Tu comprends? Exactement. Ça c'est extraordinaire. Ça, c'est l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Parce que moi, je vois des histoires d'horreur en ce moment, particulièrement dans les écoles. Si vous voulez avoir mon premier conseil quand je rencontre une école puis la direction générale d'un établissement, empêcher l'utilisation d'intelligence artificielle à l'école, mais ça va partir dans le même genre de débat que d'empêcher les cellulaires, là, que c'est en train de créer une quatrième guerre mondiale. Là. Fait que, mais ça, c'est un autre gros enjeu. C'est pour ça que c'est tellement important d'être axé.
il n'y a pas un logiciel qui est parfait puis qui va faire exactement tout ce qui est nécessaire pour prévenir les risques de confidentialité. C'est vraiment une question d'y penser, d'avoir ça back of mind constamment et de réaliser que c'est un processus qu'il faut suivre, tout simplement. Puis en fait, c'est aussi probablement un des autres éléments les plus critiques de sécurité et de confidentialité dans une organisation, c'est la gestion des mots de passe. On en est tous coupables, on a tous des mots de passe qu'on réutilise, on a tous des mots de passe qu'on met un 1 au début, à la fin, puis ensuite, quand c'est le temps de le changer, on met un 2, puis un 3, puis un 4. Il n'est pas question de dire que personne fait ça, là. Par contre, l'idée, c'est d'avoir un logiciel qui va vous faire « Ah, ben, fantastique, ça c'est... Je suis content, c'est sécuritaire, ça s'est bloqué tout seul. » Mais essentiellement, l'objectif, c'est d'avoir un logiciel pour remplacer les gestionnaires de mots de passe de Google Chrome, par exemple, les fameux... ça a l'air que je n'ai pas le bon mot de passe, ça va se pareil. L'idée, c'est d'avoir un logiciel qui va remplacer l'autofill dans Google Chrome, qui va donner la même fonctionnalité, donc qui va donner une espèce d'extension, si on veut, de Google Chrome ou de votre navigateur si vous êtes sur Firefox ou sur Safari ou etc. Oh, regarde Olivier, quand j'entends ça, évidemment, j'ai le poil raide de ses bras. Il faut absolument l'un des plus grands conseils, ben pas un conseil, impérativement, désactivez-moi ça. L'utilisation du gestionnaire de mots de passe dans Google Chrome. Écoutez, là, c'est cool parce que là, vous voyez, on voit simplement que c'est cool de ne pas avoir à rentrer le mot de passe, mais est-ce que vous réalisez que vous avez envoyé vos mots de passe, que vous les envoyez à Google tous les jours, à mesure, live, en direct? Parce que ça fait 1 heure très exactement qu'on vous raconte d'en envoyer le moins possible là-bas. Puis là, vous envoyez l'information presque la plus sensible que vous avez, qui est vos mots de passe. Tu sais, jusqu'à là, quand tu envoies une conversation par email, c'est tel quel. Là, tu es en train d'envoyer à Google ou encore à tout autre fournisseur de mots de passe. Parce que, tu sais, les gestionnaires de mots de passe, tu as Google, tu as OnePass, tu as OnePassword, tu as Password One, garde, invente-les toutes. Peu importe le gestionnaire de mots de passe que vous avez, la première question que vous devez vous poser, est-ce que tu sais véritablement où est-ce qu'ils sont hébergés? Si tu ne sais pas où est-ce qu'ils sont hébergés, ne touchez pas à ça. C'est une erreur grave. Tu trouves ça cool de ne pas avoir à te rappeler ton mot de passe, mais tu ne sais pas où sont tes mots de passe. C'est très un risque. En fait, c'est une bonne continuation en fait de la conversation qu'on a parce que, encore une fois, la raison pourquoi les gens font ça, c'est que c'est plus efficace. On a toutes plein d'affaires à faire dans le reste de notre journée, je suis convaincu. Puis on veut que ça aille vite, on a besoin que ça aille vite pour atteindre les objectifs qu'on a besoin d'atteindre. Fait que je comprends pourquoi les gens font ça. Par contre, effectivement, sortez ça tout de suite si vous pouvez parce que ce sont des données qui sont extrêmement sensibles, qui permettent potentiellement après ça à eux d'aller chercher les données de vos différents comptes, pas de façon humaine, de façon purement programmatique, fait que ça se fait tout seul. L'objectif aussi, puis vous aurez remarqué que la façon dont on se partage les mots de passe, des fois dans une organisation, ne sont pas parfaites. Et ce que j'aime beaucoup de ce logiciel-ci, qui s'appelle Vault Warden, qui existe et qui a sa propre petite extension Chrome, il va de un remplir votre usager et mot de passe sur tous les sites où vous allez. Il va aussi vous aviser si vous avez des mots de passe que vous réutilisez, des mots de passe qui ne sont pas safe ou des mots de passe qui ont été dans des brèches de données. Hein, parce qu'une des raisons, je fais un 30 secondes, là, une des raisons pourquoi vous ne devez pas réutiliser les mots de passe, c'est que si éventuellement un site se fait pirater et qu'ils arrivent à déterminer c'était quoi votre mot de passe, ils vont le lier avec votre adresse courriel puis ils vont l'essayer partout. Alors, c'est ça l'idée de pouvoir transitionner vers un autre modèle plus sécuritaire. Vault Warden est un excellent endroit pour aller mettre les mots de passe d'une entreprise particulièrement. Ça fait en sorte que quand il y a un collaborateur qui arrive, c'est facile de lui partager. Quand un collaborateur qui quitte, c'est facile de couper l'accès, puis on n'est pas obligé d'appeler pour dire « Hey, c'était quoi ton mot de passe de ChatGPT ou de peu importe? » On a l'information qui reste dans l'organisation. Donc, c'est un excellent logiciel et c'est un logiciel qui est important, Olivier, si tu me permets, là, c'est plus important, je ne sais pas si on l'a dit ou pas, mais c'est que c'est encore là, c'est sur ton serveur local.
Exactement, c'est exactement ça, j'allais dire. Ça OK. reste chez vous. Fait que ça reste sur un serveur que vous contrôlez à 100%. Évidemment, ça vient avec, faut avoir des pratiques de sauvegarde, des choses, ça, puis on peut vous aider avec ça sans problème, mais ça fait en sorte que toutes ces informations extrêmement critiques pour votre infrastructure restent à un endroit. Et honnêtement, c'est le fun de ne pas tout le temps avoir besoin de faire « Ah, c'était quoi encore tel mot de passe? » je vais te le partager. C'est 3 clics et l'autre personne l'a sur son navigateur et il n'y a aucun mot de passe qui est passé par courriel, par texto ou vocal ou un post-it sur l'écran. Donc, c'est Ou vraiment encore un un fichier logiciel. Excel. Moi, je voyais encore hier chez un client, il se partageait un fichier Excel avec des mots de passe dans Google Drive. Et tu vois le. Mais C'est ça. mais, évidemment que tout ce qu'on présente depuis tantôt, on s'entend que de un, ça prend un envie, je veux dire une conscientisation, première étape. Également, après ça, c'est un envie de faire le changement de culture. Mais évidemment que vous ne pourrez jamais, jamais, jamais euh, vous aligner vers une potentielle conformité ou encore. Parce que, faut arrêter de penser que la conformité, c'est juste une question de respecter la loi, là. La conformité à la loi 25, c'est une question de protéger les données personnelles de vos clients, des membres de votre personnel. Ça aurait dû être fait depuis bien longtemps. Puis, je faisais une conférence ce matin à Drummondville, puis faut également comprendre là, que tout le monde qu'on connaît, ou même nous autres mêmes, on est victime de cyberattaques, je veux dire, presque quotidiennement, en tout cas du moins de tentatives d'attaque. C'est très normal parce qu'on a fait absolument, on fait tout pour leur rendre ça facile. C'est les hackers. Fait que si vous mettez en place des systèmes, parce que là, c'est pas juste vos données à vous, là. C'est qu'un organisme, là où il y a un gros enjeu, c'est que vous détenez les données personnelles de vos donateurs, des membres de votre CA, de vos bénéficiaires. Puis moi, ce que je vois, le plus gros enjeu dans un OBNL, c'est que s'il y a une brèche de données, puis il commence à en avoir des brèches de données, c'est carrément la réputation de votre organisme qui prend une débarque. Puis si votre organisme est victime et carrément placé sur la place publique comme ayant été victime d'une violation de données, j'ai des bonnes nouvelles, des petites nouvelles pour vous, comme on dit, c'est que vous êtes mort. Votre crédibilité est anéantie. Fait qu'il y en a des solutions simples. Ouais. Puis c'est des solutions simples pour aller pallier au problème que naturellement, avoir un écosystème numérique cohérent, c'est complexe. Mais c'est pour ça que les gens vont vers des écosystèmes déjà existants. Mais nous, tout ce qu'on vous propose, c'est une alternative qui respecte la loi. Et c'est aussi une alternative qui va vous éviter, moi depuis d'ailleurs, tranche de vie, là, depuis que je me suis sorti des Google, Microsoft et Amazon de ce monde, j'ai presque plus d'appels. Je ne sais pas s'il y en a dans l'assistance qui ont gagné des croisières, qui ont gagné des iPhones, qui ont reçu des appels non-stop depuis les derniers mois, dernières années. C'est quelque chose aussi qui a tendance à diminuer à mesure qu'on fait des choix qui sont plus responsables en fait numériquement. Écoute, tu as parfaitement raison. Moi, en toute transparence, c'est un virage que j'ai commencé professionnellement parlant depuis un bout, parce que, comme je vous dis, je ne peux pas être souverain moi-même. Mais c'est un sevrage qui est difficile, je vous le dis tout de suite. C'est très difficile comme sevrage. Mais honnêtement, moi, vraiment, comme je vous le dis, ce qui m'anime dans mon désir de le faire, puis ce que j'enseigne, c'est que dire que vous ne pourrez, plus le temps va avancer, plus on va être victime de cyberattaques, de phishing, d'hameçonnage ou whatever. C'est très normal, tant aussi longtemps qu'on ne change pas nos comportements puis nos habitudes. Puis je leur dis une dernière fois, c'est que tant aussi longtemps qu'on gère que nos données à nous autres, c'est tel quel. Mais là, c'est qu'ils vous passent des données personnelles dans les mains. Les OBNL, les maisons d'enseignement, c'est assez impressionnant. Puis c'est là qui est l'enjeu. Okay. Olivier, écoute, top chrono, 14h13. S'il y a des questions, il y a des gens qui veulent adresser des questions, vous pouvez les poser, sauf que ce que j'ai envie de faire également pour bien respecter notre délai, j'espère vraiment qu'on a, parce que moi, des fois, je fais cette présentation-là, qu'on en parle, Olivier, je crois tellement dans la pertinence de ça, puis c'est pas vrai, je le disais encore ce matin, c'est pas vrai qu'on est pogné avec Microsoft, puis c'est pas vrai qu'on est pogné avec Google, puis pas plus Facebook. Je dis, si on est sur Facebook, c'est la même chose, Facebook, Instagram, on est là parce qu'on veut bien, mais on n'est pas obligé. On voulait démontrer aujourd'hui qu'il y a des solutions qui sont simples. Si on veut te rejoindre, Olivier, qu'est-ce qu'on fait? Bluefox.Québec, tout simplement. Puis vous arrivez Point sur Québec.
Québec, exactement. OK. Puis, vous m'envoyez un petit message, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, là, si vous en avez, avec grand, grand plaisir. Excellent. On a posé comme question dans le chat, oui, c'est évidemment si la rediffusion va être disponible. Oui, elle va être disponible. Ça prend environ 48 heures le temps de préparer tout ça. Elle va être disponible et retransmise à ceux qui en font la demande. Même chose également, moi, je suis Charles de PMEconforme.com. Je suis quand même passablement connu dans le domaine des organismes et au BNL et des maisons d'enseignement au Québec. Mon accompagnement, là où elle se distingue vraiment, c'est qu'on fait vraiment de l'accompagnement terrain. C'est ce qu'Olivier fait également. On ne peut pas, c'est pas des solutions que vous pouvez nécessairement dire, OK, on se déploie ça, mais laissez poser des questions. Ne vous laissez pas seulement proposer des choses que votre firme informatique vous propose. Pathétiquement, c'est très, très rare, pour ne pas dire presque inexistant, les firmes informatiques qui vont vous proposer des solutions open source. Parce que pour eux, c'est payant revendre des licences Microsoft, c'est payant revendre des licences Google, tu sais, dans le fond. Fait que voilà. Donc, 14h15, 11 juin, merci à tous d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On sait que ça prend du temps parmi vos horaires très chargés. Bon été à tous. Puis on vous laisse nous revenir à Olivier ou moi. Voilà, au plaisir. Olivier, dernier mot. Merci beaucoup tout le monde. Merci, c'était mon premier Voilà. webinaire. J'ai eu bien du fun. Super, parfait, Olivier. Au plaisir. Merci, Olivier. Merci. Bonne fin de journée. Bye.